L'équipe nationale du Japon, qu'on connaît aussi sous le nom de Samouraï Bleu, arrive vers la Coupe du Monde 2026 avec une image totalement différente. Aujourd'hui, le Japon n'est plus seulement vu comme une bonne équipe asiatique, non. Pour beaucoup d'observateurs, c'est même l'une des sélections les plus intéressantes et les plus dangereuses à suivre dans le monde. Et cela ne relève pas du hasard. Le football japonais a énormément progressé ces dernières années. De plus en plus de joueurs évoluent maintenant dans de grands championnats européens comme Mitoma de Brighton, Endo de Liverpool, Kubo de la Real Sociedad ou encore Kamada de Crystal Palace. Cette expérience au plus haut niveau a complètement transformé cette équipe. Sous les ordres de Hachime Moriyasu, le Japon est devenu plus solide, plus organisé, mais aussi beaucoup plus audacieux. Cette équipe ne joue plus du tout avec la peur face aux grandes nations. Au contraire, elle entre sur le terrain avec l'idée qu'elle peut rivaliser avec n'importe qui. Le grand tournant pour cette équipe, c'est clairement lors de la Coupe du Monde 2022. Le Japon était tombé dans un groupe dit le groupe de la mort, avec l'Espagne, l'Allemagne et le Costa Rica. Sur le papier, beaucoup pensaient que la mission serait presque impossible, mais les Japonais ont prouvé exactement le contraire. Face à l'Allemagne, ils ont d'abord été menés après un penalty de Gondowan. Mais au lieu de s'écrouler, ils ont attendu le bon moment. Moriyasu a ajusté son équipe, les remplaçants ont apporté de l'énergie et le Japon a complètement renversé la rencontre. Ritsu a égalisé à la 75e minute. Avant que Takuma ne marque un but magnifique pour offrir une victoire historique au Japon. Contre l'Espagne, le scénario a été presque similaire. Après une défaite inattendue contre le Costa Rica, le Japon devait réagir. Menés très tôt, les Samouraïs bleus ont encore trouvé les ressources pour revenir. Ritsu, encore lui, a remis les deux équipes à égalité. Puis Tanaka a inscrit un deuxième but. Ce but a énormément fait parler car le ballon semblait avoir franchi la ligne avant le centre. Mais après vérification de la VAR, car oui, la VAR existait déjà, une petite partie du ballon était encore sur la ligne. Le but a donc été validé. Pour ma part, je dirais que le ballon était sorti car si on reprend cette situation, dans le cas où il faut valider un but, à coup sûr, la VAR aurait validé que la majeure partie du ballon qui avait traversé la ligne validerait forcément un but encaissé. Mais ce jour-là, la VAR en a décidé autrement. Et de ce fait, grâce à cette victoire, le Japon a terminé premier de son groupe et a même participé à l'élimination de l'Allemagne. Même si l'aventure s'est arrêtée en huitième de finale face à la Croatie au tir au but, le message était clair. Le Japon venait de franchir un cap. Après cette campagne plus ou moins réussie lors de cette Coupe du Monde, le Japon n'a pas ralenti. Au contraire, son parcours de qualification pour 2026 a confirmé sa montée en puissance. Lors du deuxième tour, les Japonais ont remporté leurs 6 matchs contre la Corée du Nord, la Syrie et le Myanmar. Ils ont marqué beaucoup de buts avec plusieurs victoires très larges, notamment sur des scores de 5-0. Et surtout, ils n'ont encaissé aucun but. Ce qui est aussi dû en grande partie à leur nouveau gardien qui est véritablement très bon. Oui, Suzuki sera un gardien de but à suivre lors de cette Coupe du Monde. Au troisième tour, le niveau était plus élevé avec des adversaires comme l'Australie, l'Arabie Saoudite ou encore la Chine. Mais là encore, le Japon a montré sa supériorité. La victoire 7-0 contre la Chine a été une véritable démonstration de force. Et le succès 2-0 en Arabie Saoudite a marqué les esprits. Car gagner là-bas n'est jamais simple. La seule défaite japonaise contre l'Australie est arrivée dans un contexte particulier. Car le Japon étant déjà qualifié a complètement remanié son équipe. Ce qui fait que l'Australie n'a pas fait face à l'équipe première. Cela ne remet donc pas vraiment en cause la domination affichée pendant cette campagne.
Ce qui rend le Japon encore plus dangereux aujourd'hui, c'est la qualité de son groupe. Avant, beaucoup de joueurs venaient principalement de la J-League, qui est la ligue japonaise. Maintenant, une grande partie de l'effectif évolue en Europe, dans des championnats beaucoup plus compétitifs. Au milieu, Wataru Endo est l'un des grands leaders de cette équipe. On le compare parfois à N'Golo Kanté. D'ailleurs, il est surnommé le Kanté japonais parce qu'il court énormément, récupère beaucoup de ballons et apporte un équilibre précieux à l'équipe. Son rôle est simple mais essentiel, protéger la défense et permettre aux joueurs offensifs de mieux s'exprimer. En défense, Takehiro est considéré comme l'un des meilleurs éléments de la sélection. Calme, intelligent et capable de jouer à plusieurs postes, il apporte une vraie sécurité. Son seul problème, c'est sa condition physique, car il essuie assez régulièrement des blessures. Au milieu offensif, Kamada apporte de la technique et de la maîtrise. Il sait garder le ballon sous pression, trouve les bons espaces et casse les lignes adverses par ses passes flamboyantes. Devant, le Japon possède deux armes majeures. Tout d'abord, Mitoma, qui est l'un des joueurs les plus imprévisibles de cette équipe. Avec sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à créer des différences seul. Il peut faire basculer un match sur des actions inédites. Sauf que au moment où j'écris cette vidéo, ce dernier est déclaré forfait pour la Coupe du Monde de suite à une blessure grave. Ça sera une énorme perte pour le Japon et on verra bien comment ils s'en sortiront sans l'un de leurs attaquants phares. Takefusa Kubo, lui, est souvent surnommé le Messi japonais grâce à son petit gabarit, son pied gauche et sa créativité. Quand le Japon est sous pression, c'est souvent lui qui peut inventer quelque chose pour permettre à cette équipe de s'en sortir. Et derrière ces cadres, une nouvelle génération est en train d'émerger. Le gardien Suzuki progressant en Italie qui montre des performances incroyables. Nakamura est devenu une menace offensive à prendre très au sérieux. Et des joueurs comme Fujita ou Ioto apportent encore plus de profondeur à l'équipe. Sur le plan tactique, Miyatsu utilise souvent un système en 4-2-3-1, mais il n'hésite surtout pas dans certaines situations à passer à une défense à 3 avec un schéma comme 3-4-2-1 ou le 3-4-3. Cette flexibilité rend le Japon très difficile à jouer. Défensivement, l'équipe sait se regrouper dans un bloc compact. Les joueurs ferment bien les espaces au centre et poussent souvent l'adversaire vers les côtés où ils peuvent ensuite le piéger. Offensivement, le Japon aime aller vite. Ce n'est pas une équipe qui cherche toujours à construire lentement pendant de longues minutes. Dès qu'elle récupère le ballon, elle se projette rapidement vers l'avant. Les joueurs comme Maeda, Furuhashi ou encore Kubo peuvent immédiatement attaquer les espaces. Mais malheureusement, tout n'est pas parfait avec cette équipe. Le Japon peut parfois avoir du mal à contrer des équipes très regroupées qui défendent bas et laissent peu d'espace. Dans ces matchs-là, l'équipe dépend souvent d'un geste individuel de Kubo ou de Mitoma pour débloquer la situation. Et vu que ce dernier est absent, l'équipe va énormément devoir compter sur Kubo dans ces genres de situations. Il y a aussi le fait que le Japon n'est pas bon dans les duels aériens et lorsqu'il tombe sur des équipes qui ont des joueurs grand détail et qui pratiquent un très beau jeu aérien, l'équipe s'effondre. On peut prendre pour exemple le match Japon-Belgique où à chaque fois dans le jeu aérien, le Japon n'a pas su répondre présent et s'est complètement fait écraser. Depuis 2022, le Japon a continué à impressionner. L'équipe a battu de grandes nations comme par exemple le Brésil et surtout développé une nouvelle mentalité. Aujourd'hui, les samouraïs bleus ne se présentent plus comme des outsiders timides. Ils jouent avec ambition, confiance et discipline. Pour la Coupe du Monde 2026, le Japon se retrouve dans le groupe F avec les Pays-Bas, la Tunisie et la Suède. Les Pays-Bas seront évidemment le plus gros test, mais le Japon a déjà prouvé qu'il pouvait faire tomber de grandes nations européennes. Le vrai défi sera ailleurs, c'est-à-dire dépasser enfin les huitièmes de finale. C'est une barrière que le Japon n'a jamais réussi à franchir malgré plusieurs tentatives, notamment en 2002, en 2010,
en 2018 et en 2022. Beaucoup voient donc le Japon comme l'un des grands chevaux noirs de cette Coupe du Monde, une équipe capable de surprendre, de déranger les favoris et peut-être même de réaliser un parcours similaire à celui du Maroc en 2022. Mais pour cela, il faudrait que les cadres restent en bonne forme, surtout en défense, et que le Japon conserve ce qui fait sa force. Une discipline tactique énorme, une vitesse d'exécution impressionnante et une confiance nouvelle face aux grandes nations. Abonnez-vous, likez, partagez, cliquez sur la cloche des notifications si ce n'est pas encore le cas. C'était Yvan Prime et on se dit à demain dans une nouvelle vidéo. Bye.